la réunion. Donc, Ludovic est démuté, les orateurs aussi. C'est parfait. Mais écoutez, je vous souhaite la bienvenue à chacun, à chacune, encore ce soir, pour cette réunion organisée par l'IEPM, l'Institut d'études politiques Montalembert. Donc, vous pouvez voir le super logo que j'ai derrière moi, très magnifique. Donc, vous avez donc Olivier, donc, qui est notre assistant technique, mais qui se réjouit déjà des différentes questions que vous allez poser sur le chat. Donc, vous pouvez chatter ce soir en cliquant directement donc, sur plus et vous avez donc un discussion, donc l'application discussion. Vous pouvez en tout cas poser vos questions, réagir, rebondir, je dirais, sur le thème de cette conférence qui sera lancée dans quelques minutes par notre cher ami Ludovic, le président de l'IEPM, l'Institut d'études politiques Montalembert, donc réunit des personnes qui sont inspirées par l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, héritage de la civilisation occidentale et française pour agir en politique en vue du bien commun. Nos ambitions et notre mission, c'est d'être vraiment un laboratoire d'idées, de référence, un lieu de rencontre, de rebondissement, d'amitié, de naissance, qui nous permet en tout cas d'inspirer les décideurs pour renouveler leur engagement. Alors, Montalembert, auquel pendant de nombreuses années, en tout cas Emmanuel Dieu-Laurent a participé, a vocation à être un lieu de rencontre et une plateforme, je dirais, pour discuter, pour échanger et pour partager. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette conférence organisée par l'Institut d'études politiques Montalembert. Nous sommes obligés de vous muter, et oui, de vous museler, de vous confiner, de vous bâillonner, malheureusement, même si je ne suis pas Monsieur Macron, mais c'est simplement pour l'organisation de cette réunion. Ne m'en voulez pas. Donc, s'il y a une plainte, c'est directement auprès de chez Olivier Bonassi qu'il faut s'adresser. Dans quelques minutes, je tiens à laisser la place au président. Donc, mais vous dire que vous êtes les bienvenus et encore une fois, vous pouvez réagir à travers le chat. Nous attendons vos questions. Voilà, deux orateurs exceptionnels, extraordinaires, qui vont nous donner beaucoup d'encouragement, beaucoup d'espoir, malgré cette dette abyssale qui se creuse aujourd'hui et qui ne fait que s'effondrer. Donc, je laisse sans plus tarder la bienvenue à M. Ludovic Trollet en vous souhaitant la bienvenue et je salue François Martin qui est sorti des bouchons et de ce marasme parisien. Voilà, merci à chacun, chacune et bonne conférence. Merci Saïd. Bon, je ne vais pas monopoliser trop la parole, simplement introduire rapidement l'intuition qu'on avait eue ce soir d'inviter Hubert de Vauplane et, pour une discussion avec Pierre Delozin, que vous connaissez tous, qui est un de nos membres du comité scientifique de l'Institut Montalembert. En effet, avec Hubert, il y a quelques mois, on avait échangé et on avait participé à une réunion sur les sujets, les enjeux que la France allait forcément devoir affronter, et notamment ce sujet particulier de la dette. Et il m'annonçait donc la sortie d'un livre. Et donc c'est un peu ce soir l'objectif. Et je crois, Olivier va vous partager le lien pour accéder au livre, qui est effectivement un livre qu'il a voulu effectivement à la fois provocateur. Il a été partagé. Il est dans la discussion. Il est dans la discussion, oui. Voilà, qui est Endettez-vous. Alors, mais avec tout de suite en dessous entre guillemets, une grille de lecture qui est existe-t-il en fait une dette juste ou le plaidoyer pour une juste dette. Donc, il va nous expliquer tout ça. C'est un travail à la fois pédagogique et même philosophique autour du concept de dette, qu'il n'a pas voulu enfermer simplement dans le prisme financier et monétaire, quand bien même lui, étant donc avocat spécialisé international d'un grand cabinet américain sur ces sujets effectivement financiers. Donc il va forcément nous parler un peu de son parcours, mais voilà, il travaille énormément sur ce sujet depuis des années, à la fois comme professionnel, comme je dis, mais aussi comme professeur. Donc d'abord à Paris 2 Assas
sur le droit bancaire et le droit des marchés, et ensuite, depuis quelques années, à Sciences Po. Donc, voilà, il y a un peu toute son intuition, sur sa réflexion sur ce sujet de la dette qu'il nous présente ce soir dans une approche plus globale. Nous, ça nous intéresse forcément de l'entendre, justement, nous présenter un peu ce concept et sa réflexion. Et donc, pour vraiment comprendre, on a demandé à Pierre Delozin, que vous connaissez tous, hein, qui est aussi spécialiste des sujets financiers et économiques, de nous aider dans cette compréhension de cette question de la dette. Je crois que tout le monde est un peu préoccupé, forcément par le contexte, mais plus largement sur quoi il faut effectivement essayer de se préparer et de comprendre. Donc, je laisse nos deux, donc Pierre, lancer cette discussion et Hubert pouvoir nous répondre, nous éclairer dans ce travail de compréhension. Je remercie encore Hubert d'avoir accepté cette invitation. Et donc, Pierre, je te laisse maintenant la parole pour engager la discussion. Merci beaucoup, Ludovic. Donc, je ne serai pas long non plus pour la présentation. Vous connaissez maintenant Hubert si vous ne le connaissiez pas avant. Sur la bibliothèque derrière ne donne qu'une faible idée de ces lectures, puisque c'est un peu tout petit bout de la partie purement juridique de ces très nombreuses lectures, dont son livre montre qu'elles ont porté considérablement fruit. Donc, la dette, évidemment, nous allons tous penser à la dette financière et notamment à la dette publique aujourd'hui. Nous allons évidemment en parler. Mais l'idée d'Hubert est de considérer le phénomène de la dette dans toute son ampleur. La dette, ce n'est pas uniquement la dette financière. La dette financière, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire je rends l'argent que j'ai emprunté. Donc, quelqu'un avait de l'argent, il me l'a prêté et je rends cet argent. Mais la dette, plus généralement, c'est devoir quelque chose. Le mot dette a comme étymologie la même que le mot devoir. Et donc, devoir, ça signifie que j'ai une relation envers quelqu'un d'autre ou un groupe et je dois rendre, faire quelque chose pour ce groupe. Alors, en élargissant cette notion de dette, ça permet non seulement, effectivement, de rendre plus riche sur le plan philosophique, culturel, politique, etc., et aussi, ça permet d'éclairer la dette financière elle-même, comme on le verra tout à l'heure. Je rappelle que cette complexité, la notion de dette, apparaît déjà dans un texte aussi familier que le Notre Père de l'Évangile, puisque dans la version de Matthieu, il y a marqué en latin, mais c'est pareil en grec, dimite nobis debita nostra, c'est-à-dire remets-nous nos dettes. Alors, l'autre texte de Luc parle des péchés, mais là, on parle de dette. Donc, la dette, ça commence, si j'ose dire, au Notre Père. Donc, la dette est vraiment un concept très, très, très large. Donc, je vais repasser la parole à Hubert pour développer cet aspect-là. Puis, nous reviendrons ensuite sur les différents aspects. D'abord, bien sûr, la dette financière et tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et puis les autres dimensions. Hubert, à vous. Merci, Pierre. Merci à vous tous. Merci à Ludovic de m'avoir invité. Merci à l'Institut aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, avec Pierre, on se connaît depuis longtemps puisque on a usé nos fonds de culotte, si je puis dire, dans le même monde, le monde de la banque et de la finance. J'ai travaillé 25 ans dans différentes banques. Et c'est là où j'ai été frotté, j'allais dire, au phénomène de la dette. Et ce bouquin est un petit peu le fruit de ce que j'ai vécu, comme d'autres d'ailleurs, beaucoup d'autres, hein, dans le monde de la banque lors de la crise de 2007-2008. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et depuis maintenant 10 ans, j'ai quitté le monde de la banque pour revenir à mes premiers amours, qui sont ceux d'être avocat que j'étais avant, et que j'ai continué à être en partie d'ailleurs quand j'étais dans la banque, même si j'ai fait d'autres choses. Et c'est un peu le fruit de cette réflexion. Alors, quand je présente mon livre, en fait, je ne le présente pas de la même manière en fonction du public que j'ai. Donc là, je peux le présenter comme je l'ai voulu le faire, puisque j'ai un public qui partage les mêmes valeurs que moi. Je ne présenterai pas de la même manière si j'étais devant un public de pur financier. Je m'explique. En fait, et Pierre a tout de suite mis le point là-dessus, c'est un essai autour de la notion du concept de dette et de la notion d'endettement, qui est profondément
une notion religieuse et à dimension spirituelle, ce qui n'est pas frappant au premier demeurant, sauf si on se replace, bien sûr, comme le faisait Pierre, au niveau de la version latine et grecque du Notre Père. Mais si on fait aussi tout simplement un peu d'étymologie sans aller dans l'hébreu, mais tout simplement dans l'allemand, il faut avoir en tête que la dette, die Schuld, ça veut dire le péché. C'est-à-dire que le même mot veut dire deux choses différentes, dette et péché. Et donc, en fait, dans ce bouquin, c'est une sorte d'évangélisation que j'ai voulu faire du monde de la finance pour expliquer le phénomène de dette à travers, alors, pas la notion de doctrine sociale de l'Église, ça serait trop prétentieux de ma part, et puis ça ne traite pas vraiment de ça, plutôt à travers une réflexion spirituelle sur cette notion de dette. Et du coup, ça attache en même temps des aspects financiers évidents, des aspects historiques, des aspects sociologiques, des aspects monétaires, et puis une dimension juridique, parce que je trouvais intéressant, d'abord parce que je suis avocat et que ma légitimité, elle est plus en tant qu'avocat qu'en tant qu'économiste ou théologien, que je ne suis pas. Donc ma légitimité, elle est sous cet angle-là. Et je me suis dit, quand on parle de dette, à un moment, on se pose la question, est-ce que je dois rembourser ma dette? Et que se passe-t-il si je ne la rembourse pas? Mais au fond, est-ce que toutes les dettes sont remboursables? Est-ce qu'il n'y a pas des dettes qui ne sont pas remboursables dans leur nature même? La dette que j'ai face à mon créateur, comment je peux la rembourser? La dette écologique, dont on parlera un peu plus tard, est-ce que je peux simplement la rembourser? La dette monétaire, bah, vous avez tous des paquets de cigarettes où il y a écrit « fumez tu », vous avez tous des contrats avec votre banque où il y a écrit bah, « prêter conduit à rembourser ». Mais toute dette, si elle conduit à une obligation, qui est celle de rembourser, on peut s'interroger sur le sens de la dette au niveau de la justice. Et c'est là où c'est une approche beaucoup plus philosophico-religieuse, j'allais dire, que purement juridique. C'est-à-dire, n'y a-t-il pas des dettes qui sont intrinsèquement plus justes ou injustes, ce qui nécessite de passer par le filtre préalable, de savoir qu'est-ce qu'une dette juste? Parce que quand j'aurais défini un peu ce que c'est une dette juste, je pourrais ensuite tirer des conséquences de ce que je dois faire face à une dette injuste. Et face à une dette injuste, la réponse sera peut-être de ne pas rembourser la dette injuste. Ne pas la rembourser, non pas uniquement moralement, mais même juridiquement. Alors, il n'y a pas de théorie juridique de la dette juste, ça n'existe pas. Et l'idée de ce bouquin est de poser déjà un jalon de ce qu'on pourrait, de ce que pourrait être une théorie de la dette juste. Il y a des théories de dette injuste, mais pas de théorie de dette juste, assez curieusement. Il y a des théories du juste prix que Pierre connaît parfaitement bien, mais il n'y a pas de théorie de la dette juste. Donc c'est un peu ça l'idée sous-jacente, et comment je l'ai essayé de le décliner en disant que la dette, c'est d'abord un invariant humain. C'est-à-dire que la dette, elle est intrinsèque à l'homme. On est endetté, on meurt endetté. On est endetté parce que quand on est, j'ai une dette, il y a une question qui passe d'ailleurs, j'ai une dette face à mes parents, j'ai une dette face à l'histoire, face aux générations précédentes qui m'ont créé, dans lesquelles je m'inscris, même si justement beaucoup le refusent, ce qui me conduit à évoquer les sujets de PMA, etc., etc. Mais il y a une dette qui est génétique, il y a une dette qui est historique au sens je suis rattaché dans un lien générationnel, et puis il y a bien sûr une dette monétaire. Alors ce qu'on a voulu faire avec Pierre, c'est axer un premier temps sur la partie monétaire de la dette, faire un petit stop au bout de 20-25 minutes pour qu'on ait des questions autour de la dette monétaire, et ensuite continuer pendant le temps qui nous restera, 15-20 minutes, autour des autres types de dettes que sont justement, par exemple, les dettes climatiques dont on parle beaucoup, parce que vous avez vu dans les journaux, ne serait-ce que aujourd'hui, pardon, le tribunal administratif de Paris qui a condamné l'État pour insuffisance dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est quelque chose de très concret. Après, d'autres pays, la France se voit condamnée en justice au titre d'une certaine justice climatique. Qu'est-ce que c'est que cette justice climatique? Et toujours dans l'actualité, pour ceux qui lisaient Le Monde daté d'aujourd'hui, donc hier soir quand je le disais à la maison à propos de dette,
vous verrez qu'il y a un encart complet dans le monde d'hier à propos de du vote de la loi bioéthique sur un droit pour une mort juste, un droit pour un droit de mourir, enfin, un droit à mourir et un droit de mourir. Hein, donc l'euthanasie, pour dire les choses clairement, ou l'assistance à l'euthanasie ou l'assistance au suicide. Et c'est aussi un sujet que je traite dans le bouquin, c'est-à-dire, y a-t-il un droit à mourir, comme y a-t-il un droit à naître bon, toutes ces questions-là ne sont pas liées à la dette monétaire, mais on voit bien qu'il faut quand on veut une approche globale sur la notion d'endettement, la partie monétaire est trop réductrice, mais comme c'est celle qui nous intéresse, on va tout de suite en parler. Et je pense que Pierre, l'idée peut-on faire un point sur la différence que vous avez commencé à esquisser entre les différentes dettes financières, monétaires, parce que souvent il y a des confusions là-dessus. Oui, alors sous l'angle financier, donc qu'est-ce que c'est qu'une dette, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on s'engage juridiquement à rembourser de l'argent que quelqu'un vous a prêté. Donc, vous avez de l'argent et quelqu'un vous l'a prêté. La particularité dans les mécanismes financiers, c'est que si vous êtes le créancier, vous avez le droit d'aller devant un tribunal en exigeant le remboursement. Et quand il s'agit d'un débiteur privé, ce débiteur va être obligé de vous payer, sauf dans le cas extrême où il ne peut pas. Dans le cas d'une entreprise, vous pouvez à ce moment-là restructurer la dette, dans le cas d'un particulier aussi, mais vous pouvez saisir des actifs. Et donc, vous avez dans la dette quelque chose qui est rigide, c'est-à-dire la somme qui a été prêtée doit être remboursée. C'est très différent d'un autre mécanisme de financement majeur qui est la participation, c'est-à-dire les fonds propres. Quand vous avez des fonds propres, vous êtes en quelque sorte associé, même lointainement quand vous êtes un petit porteur de société cotée, mais vous ne pouvez pas aller devant un tribunal et exiger le remboursement. Vos droits sont différents, c'est-à-dire vos droits vont être de voter en assemblée générale, de toucher les dividendes, et ainsi de suite, mais ce ne sont pas des droits d'exigibilité. Alors, cette rigidité de la dette est très importante parce qu'elle joue évidemment de deux côtés. Elle joue d'abord, évidemment, sur le débiteur, dans la mesure où il est contraint, sauf, encore une fois, à passer dans des situations particulières et généralement douloureuses, mais il est contraint. Donc, la dette a cette rigidité qui se traduit ensuite dans le cas des crises financières, parce que les crises financières, pour la plupart, sont des crises de la dette. Je dirais la quasi-totalité des crises financières sont des crises de la dette. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des crises boursières, bien entendu, mais la crise boursière ne touche que les boursiers directement. Tandis que la dette étant généralement répandue dans toute la société, si un débiteur ne peut pas rembourser, en général, s'il est significatif et que beaucoup d'autres sont dans le même cas, il entraîne le créancier dans sa situation par un jeu de dominos. Et toutes les grandes crises financières deviennent des crises systémiques, comme on dit, parce qu'il y a un effet système, et cet effet système vient des dominos des dettes les unes derrière les autres, notamment avec le système bancaire au milieu, puisque le système bancaire fonctionne avec très peu de fonds propres, et donc l'essentiel de son passif, c'est de la dette, l'essentiel de ses actifs, c'est de la dette, et donc si à un moment donné, ces actifs diminuent parce que les créanciers, les débiteurs ne peuvent plus payer ou qu'il y a un risque élevé qu'ils ne peuvent plus payer, la banque, à ce moment-là, se trouve dans une situation difficile, puisqu'évidemment, elle a des difficultés pour emprunter. Donc, voilà l'arrière-plan de la dette. La dette est un mécanisme financier extrêmement pratique, puisqu'effectivement, vous empruntez de l'argent et le créancier n'a pas de pouvoir sur vous, sauf de réclamer cet argent, contrairement à un actionnaire. Mais de notre côté, vous êtes dans une mécanique relativement rigide. Alors, dans le cas des États, et notamment la dette publique qui nous préoccupe tous aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement, il y a eu un endettement des États souvent très important. Il y a eu des crises de l'endettement public. Le cas, évidemment, historique le plus connu, c'est celui de l'Espagne, qui a dû se mettre en banqueroute environ 16 fois entre le XVIe et le XVIIe siècle. Mais ces États, généralement, s'endettaient, ou pratiquement dans tous les cas s'endettaient, essentiellement de façon liée à une politique militaire, c'est-à-dire à la guerre. Et il en est de même dans toutes les périodes qui ont suivi jusqu'à une période récente. L'essentiel de la cause de la dette publique, c'était une guerre.
Alors, soit c'était une guerre comme activité régulière, comme c'était le cas, je dirais, on peut dire, jusqu'au XXe siècle, soit évidemment les cas extrêmes des deux guerres mondiales qui ont entraîné une explosion de la dette publique et corrélativement d'ailleurs une hyperinflation, puisque cette dette a été financée par la planche à billets dans une mesure importante. Donc, c'était la situation ancienne. Et on a une situation nouvelle depuis 40 ou 50 ans où la plupart des pays développés ou non développés recourent massivement à l'endettement pour financer leur déficit courant, c'est-à-dire financer dans une très large mesure, non pas de l'investissement, mais de la consommation. Or, quand quelqu'un s'endette pour financer de la consommation, si c'est un particulier, d'une certaine manière, il renonce à une certaine consommation future, mais il escompte qu'avec ses revenus futurs, il pourra payer cette dette qui correspond à une consommation immédiate ou à un investissement, si par exemple il achète un réfrigérateur, une maison ou quelque chose de ce genre-là. Dans le cas des États, c'est une promesse de payer par l'impôt. Comme cette dette en général n'a pas produit comment dire, une capacité de production supplémentaire, ça veut dire qu'on fera payer d'une manière ou d'une autre les générations futures, ou alors que par un autre mécanisme, et on y reviendra, on cherche à faire en sorte que le poids de la dette diminue, essentiellement par deux moyens. La répudiation, qui est un moyen violent et généralement assez dangereux pour celui qui le pratique, et l'inflation. Donc, nous sommes dans une situation particulière. Donc, nous sommes obnubilés aujourd'hui par la dette Covid. La dette Covid, je dirais, ressemble par certains côtés à la guerre. C'est dans ce sens qu'on considère qu'on va au-delà de la prudence financière habituelle parce qu'il y a une situation tout à fait particulière. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette dette Covid s'ajoute sur une couche colossale de 40 ans de déficit cumulé pratiquement dans tous les grands pays. Alors, quand je dis tous les grands pays, ça vaut même dans une certaine mesure au niveau interne en Chine, puisque la Chine, au niveau interne, recourt massivement à l'endettement. Elle n'est pas endettée extérieurement, mais elle recourt massivement à l'endettement. Donc, l'endettement est une caractéristique de la modernité. L'autre caractéristique de la modernité, évidemment, c'est le fait que nous avons des monnaies qui sont des monnaies totalement conventionnelles, qui ne sont plus reliées à une réalité extérieure comme l'étaient autrefois les métaux, l'or ou l'argent. Et donc, c'est une monnaie qui est entièrement créée par, en dernière analyse, elle est créée par les banques, bien entendu, au premier degré, mais derrière, elle est régulée par les banques centrales. Donc, c'est la banque centrale, en fait, qui est la maîtresse de la monnaie. Et c'est relié à la dette, puisqu'effectivement, depuis quelques années, notamment depuis la crise financière de 2008, les banques centrales se sont mis à changer significativement leur politique avec une création monétaire massive qui a permis d'entretenir une certaine activité, mais aussi parallèlement en faisant s'effondrer le niveau des taux d'intérêt. Donc nous avons cette coïncidence, si j'ose dire, d'un endettement assez général, mais en même temps d'une monnaie purement conventionnelle. Les deux se retrouvant aujourd'hui dans le fait que nous avons cette dette qui croît toujours à grande vitesse, mais qui ne pèse pas en termes d'intérêt, ou pas beaucoup, parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, et ils sont extrêmement bas un peu parce qu'il y a une épargne mondiale très importante, mais beaucoup parce que les banques centrales achètent comme des malades la dette publique. Donc, nous avons une situation extrêmement particulière qui vaut la peine d'être considérée dans son originalité et qui est directement liée aussi au problème de nos sociétés. Parce que si nous avons des déficits depuis 40 ans cumulatifs, que l'économie marche ou ne marche pas, ce n'est pas lié à une politique keynesienne, puisque c'est un effet permanent, c'est lié au fait qu'on dépense plus que ce qu'on perçoit en termes d'impôts. Alors, finalement, vous voyez que dans cette approche de la dette, ce qui la caractérise au premier abord, ce sont des obligations. Qui dit obligation dit contrat. En fait, la dette, c'est d'abord un contrat. Et donc, si c'est un contrat, même passé avec des générations passées, si je peux dire, passé avec son créateur, on verra si on peut parler de dette climatique avec le soleil ou autre, etc. Mais pour qu'il y ait dette, il y a un contrat. Et qui dit dette et contrat dit donc la manière dont ce contrat est respecté lorsqu'il n'est pas exécuté. Et c'est là où l'approche, et d'où le titre sur lequel je reviendrai, qui est et son sous-titre, le titre est provocateur et s'explique par son sous-titre, parce que quand je raisonne dette,
La première réflexion que j'ai, c'est que je suis face à une justice dite finalement commutative, c'est-à-dire une justice du contrat, où seuls les termes du contrat comptent, nonobstant, et peu importe exactement la personne qui contracte, aussi bien en tant que créancier que débiteur. Autrement dit, je regarde ce qui est écrit dans mon contrat, je vais voir le juge, je dis, monsieur le juge, il n'a pas respecté le contrat, faites respecter le contrat, et s'il n'a pas respecté le contrat, je saisis ses biens. Avant, je faisais une déculottée publique, avant même, j'ai envoyé en prison, pour les prisons pour dette. Il faut les payer d'ailleurs sa place, il faut les payer tous les jours comme à la chambre d'hôtel. Donc, il y avait la prison de la Force à Paris qui a été détruite en 1860, mais il y avait des prisons spécialement pour les débiteurs de dette. Donc, vous allez voir le juge et vous faites exécuter le contrat. Or, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que si on s'arrête à cette vision contractuelle de la dette, elle est profondément asservissante. Elle est profondément injuste quelque part. Si vous restituez dans la dette une dimension humaine, une altérité, un rapport autre que purement monétaire, non seulement vous vous rapprochez d'une économie qui n'est plus uniquement une économie monétaire, sans être de l'économie du don, je fais tout un chapitre sur l'économie du don, effectivement, dans mon bouquin, mais surtout, vous rajoutez de l'humain là où il n'y a plus que du monétaire. En fait, ce que j'essaye de montrer dans mon bouquin, c'est que toutes les formes de dette, depuis quelques générations, se monétisent, même les dettes qui, au départ, n'ont rien à voir avec la monnaie, par exemple, les dettes générationnelles, voire les dettes historiques. Et donc, en se monétisant, la dette devient purement contractuelle et la justice qui va juger cette dette est une justice purement commutative. Or, et on va voir ce que ça veut dire pour la dette publique, or, ce qui manque dans le rapport de dette aujourd'hui, c'est l'altérité, le fait qu'entre le débiteur et le créancier, il y a d'abord une relation à l'autre, il y a d'abord un enrichissement que je vais trouver qui ne sera pas monétaire, mais un enrichissement de ma relation du débiteur vers le créancier, du créancier vers le débiteur. Il y a toute une analyse qui a été faite sous l'endettement sous l'Ancien Régime qui montre bien que l'endettement était beaucoup plus important qu'aujourd'hui, mais était supporté, au sens aussi bien anglais que français du mot, était supporté parce qu'il y avait une chaîne de communautaire, en quelque sorte, au sein des catégories sociales, qui faisait qu'on respectait sa parole donnée et que la dette était quelque chose sur lequel il n'était pas possible de revenir compte tenu de l'engagement personnel aussi bien du débiteur que du créancier. Le débiteur était tenu par sa dette par un engagement non seulement contractuel mais moral, et le créancier était tellement tenu par sa dette que quelquefois il était obligé de prêter dans sa même classe sociale. Alors quand on replace tout ceci dans le cadre de la dette souveraine et la dette Covid, la dette souveraine, comme l'a montré Pierre, je le redirai avec des mots juristes, une dette normale, c'est une dette à deux parties, un débiteur et un créancier. La dette souveraine, il y a trois parties. Il y a le créancier, toujours le même, il y a toujours un. Il y a un débiteur, l'État, mais ce n'est pas le payeur. Le payeur, c'est le contribuable. Et c'est là la grande différence entre une dette souveraine et une dette autre que souveraine, c'est que c'est un rapport à 3 et plus un rapport à 2. L'autre grande différence, c'est que vous pouvez aller voir un tribunal si vous êtes une entreprise, un créancier d'une entreprise, une personne physique ou autre, pour vous dire remboursez-moi, mais de face à un État, vous allez voir qui? Il n'y a pas de tribunal international de la dette. Alors, quand on regarde historiquement, c'est intéressant. Historiquement, quand il y avait des investisseurs qui ne se faisaient pas rembourser à la fin du 19e et au début du 20e siècle, que faisaient les États? Ils faisaient la politique de la canonnière. Ils envoyaient bombarder les villes, et Tunis, c'est le meilleur exemple, mais aussi d'autres villes, etc. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de protectorats, d'ailleurs, ont été mis en place, en disant, tu n'as pas remboursé mes investisseurs, du coup, crac, tu mets la main sur les actifs. Les actifs, c'est quoi? C'est ton pays. Donc, politique de la canonnière, ensuite, politique de la justice, on va voir un juge, mais il n'y a pas de juge international. Donc, on va voir un juge national. C'est l'affaire de la dette argentine, c'est l'affaire de la dette grecque dans une moindre mesure. La pauvre dette argentine, elle a été réglée devant le tribunal de New York. Et donc, ici, qu'est-ce qui manque dans cette discussion de dette entre un créancier et un débiteur souverain? Il manque cette altérité. C'est quoi cette altérité? Je vois aussi que c'est dans les commentaires, et j'en parle beaucoup dans mon bouquin. L'altérité, c'est le concept de jubilé. C'est où on retrouve dans le jubilé de l'Ancien Testament d'une part, mais aussi dans le jubilé 2000, qui a eu comment dire, un retentissement aussi important que les effets ont été faibles,
un retentissement important parce qu'il y a un vrai mouvement qui s'est créé au départ par les églises chrétiennes pour annuler des dettes qu'on considérait comme insoutenables, qui est un concept économique de la soutenabilité. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de continuer d'exiger le remboursement à un certain nombre d'États si de toute façon, ils ne sont plus en mesure, cette génération et les générations même qui suivent, de rembourser. Donc, tirons la logique, et cette logique, c'est faisons un jubilé. Un jubilé, ce n'est pas uniquement une annulation facile. Un jubilé, c'est qu'il y a une relation spirituelle entre le débiteur et le créancier. Le créancier accepte d'annuler la dette puisque le débiteur se place lui-même dans une approche spirituelle de sa dette. Autrement dit, l'approche simplement d'un coup de crayon comptable, de dire j'annule la dette, n'est pas la bonne approche. Il faut toujours réintroduire cette altérité, et en tant que chrétien, on dirait il faut introduire cette relation spirituelle entre le débiteur et le créancier. Tout ça, j'explique plus globalement, etc. Donc, en fait, si je reviens sur la dette Covid et sur la dette qui a explosé dans son montant, il y a un débat aujourd'hui qui est très technique, mais qui est très concret, c'est pourra-t-on rembourser cette dette? Qui la remboursera? Et d'où les petites musiques qu'on commence à entendre. Non, on ne pourra pas rembourser la dette parce que ça fera sinon peser sur les générations futures. Donc, il faut l'annuler. Et donc, on entend un certain nombre de voix d'économistes qui dépassent d'ailleurs les clivages politiques assez curieusement. Hein, c'est-à-dire que c'est des postures économiques qui ne sont pas forcément liées à des convictions en termes politiques, qui de dire, mais à la fin, le plus important, c'est quand même de ne pas peser sur les générations futures, et donc il faut annuler la dette. Alors, l'annulation de la dette, c'est la négation même de la dette, puisque la dette, encore une fois, doit être remboursée. D'où d'autres idées qui disent, on va cantonner un peu la dette Covid dans un endroit du budget de l'État. On va faire un truc, c'est ce qu'expliquait Pierre tout à l'heure, entre la dette d'investissement et puis finalement la dette courante, la dette de fonctionnement. Et on va dire que la dette Covid, on va l'isoler. Ça reste quand même pas quand moins de la dette. Et là, vous avez encore des gens qui disent, on peut aller plus loin et l'imagination est au pouvoir. On va transformer la dette publique qui est détenue par les investisseurs en une dette perpétuelle. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est un débat qui est à la fois technique, mais qui reflète que finalement, on a du mal à accepter d'être en dette, avoir une dette, hein, être en dette, avoir en dette, honorer sa dette. Tout ça sont des termes du langage courant qui ont une force historique quelque part. Eh bien, ici, c'est de considérer que la dette Covid, comme d'une manière générale, la dette des États, en Europe en tous les cas, dans l'union monétaire de la zone euro, elle est détenue essentiellement par la Banque centrale européenne. Et donc, certains vous disent, si c'est détenu par la Banque centrale, ce n'est pas compliqué que la Banque centrale annule. Ah ben non, on ne peut pas annuler la dette, ça va avoir un problème sur son bilan, etc. Ok, n'annulez pas la dette de la banque, détenue par la Banque centrale, de la dette des États membres, mais on va réémettre la dette qui existe, on va la transformer d'une dette classique en une dette perpétuelle. Une dette perpétuelle, c'est une rente, hein, comme ça existait sous l'Ancien Régime. Et donc, une rente, elle a cette particularité, comme vous le savez, c'est qu'elle n'est jamais remboursée. Une rente, il n'y a que des flux de paiement d'intérêt et il n'y a pas de flux de remboursement de capital. Et donc, économiquement, c'est de dire, face à cette dette incommensurable, sans doute financièrement irremboursable dans l'espace d'une génération, la solution n'est-elle pas, et c'est là que je voudrais interroger Pierre, la solution n'est-elle pas finalement, comme certains le disent, de se mettre à convertir ces dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne en une dette perpétuelle dans laquelle finalement je ne m'intéresse plus au remboursement du capital. D'ailleurs, j'accepte, moi, financier, de ne pas être remboursé en capital. Je n'ai plus que des paiements de flux et du coup, par un tour de passe-passe, il n'y a plus de dette quasiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend. Il y a une petite alternative, c'est pas forcément perpétuelle, mais elle peut être à très long terme, comme ça se fait de plus en plus à 50 ans ou à 100 ans. Entre 50 et 100 ans, on est sur un intermédiaire. C'est un débat un peu technique, Olivier, mais c'est vrai. Mais ce qu'on entend vraiment, c'est plutôt la notion de perpétuelle qui est une fausse perpétuité, parce que, comme tu l'as dit, de toute façon, les États eux-mêmes ne sont pas perpétuels. Donc, une dette perpétuelle, de fait, elle a une limite. Mais en tous les cas, ce qui caractérise une rente, on va oublier le mot dette perpétuelle, on va remplacer par une rente. Hein. Ce qui caractérise la rente, c'est qu'il n'y a pas de remboursement du principal. Il y a juste un paiement de flux d'intérêt. Et donc, puisque aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs s'accordent principalement, non pas à savoir s'ils seront payés du principal, mais s'ils seront payés des intérêts, dire,
finalement, qu'est-ce que ça coûterait en termes de crédibilité de l'État si je ne fais qu'affirmer dans un contrat ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je rembourse plus le principal et je ne paye que les intérêts. Et là, on a une transformation de la dette puisqu'il n'y a plus de remboursement. Donc, Pierre, là-dessus, on pourrait peut-être un peu échanger et avoir votre avis. Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que la rente, autrefois, avait pour logique de verser des intérêts. Donc, ça veut dire un taux d'intérêt qui n'était pas du tout nul, comme il est pratiquement aujourd'hui du fait des banques centrales. La rente, sous l'Ancien Régime, c'était plus compliqué, mais par exemple, la rente de nos arrière-grands-parents au XIXe siècle et sous la Troisième République, c'était 4-5%, disons à peu près. Donc, quelqu'un ayant une confiance totale de la monnaie, puisqu'il n'y avait pas d'inflation au XIXe siècle jusqu'en 1914, et à ce moment-là, s'assurer un flux potentiellement perpétuel, ou en tout cas très long, de, mettons, 4 ou 5% de la somme qu'il avançait. Or, nous ne sommes pas du tout dans cette situation-là, puisque d'une part, les taux d'intérêt sont proches de zéro, parfois même négatifs dans le cas de la dette allemande, par exemple. Et deuxièmement, la monnaie fait l'objet d'interrogations beaucoup plus importantes, puisque cette monnaie est une convention, en fait, collective. Elle n'a pas une référence objective. Donc, il y a un risque de déflation, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie s'accroît, effectivement, que les banques centrales combattent, et puis il y a le risque de l'inflation, évidemment. C'est le moyen classique d'atténuer les dettes. Donc, il est clair que sur le marché, c'est-à-dire avec les créanciers, et les créanciers, c'est chacun de nous, il faut bien voir que dès qu'un individu a une assurance, il est créancier d'une manière ou d'une autre, et notamment l'assurance vie. Les gens croient que les créanciers, c'est les méchants de banque. Non, pour l'essentiel, les créanciers, c'est en dernière analyse des gens qui épargnent sous forme de SICAV ou autre, des gens qui ont de l'assurance vie et des pensionnés lorsqu'ils utilisent un fonds de pension, une caisse de retraite ou autre. Bon, tous ces gens-là, aujourd'hui, ne prendraient pas une rente à 0% à perpétuité. Ça n'a aucun sens. Parce que ça veut dire que leur argent ne sert plus à rien, ne rapporte plus rien. Donc, la rente ne pourrait être une référence que si un taux d'intérêt positif. Si le taux d'intérêt est pratiquement à zéro, le seul qui peut se satisfaire de ça, ça peut être la Banque centrale, mais personne d'autre. Donc, toute la question aujourd'hui qui est posée, c'est de savoir dans quelle mesure on accepte en quelque sorte que la Banque centrale transforme en monnaie de manière avouée, elle le fait de fait, mais le transfert de manière avouée toute cette dette publique, donc en acceptant que la masse monétaire est gonflée dans des proportions tout à fait appréciables. Alors, il faut bien voir que ça existe depuis 30 ans au Japon de fait, parce que depuis 30 ans, le Japon vit avec une inflation négligeable et une tendance à la déflation, et une dette publique qui doit faire plus de 200% du PNB, parce que elle est financée pour l'essentiel par les ménages japonais qui ont de l'argent, notamment dans les caisses d'épargne, des choses équivalentes. Donc, cette situation peut durer. Pourquoi? Parce que les Japonais vivent avec une masse monétaire qui croît, mais ils ne l'utilisent pas, ils ne la mobilisent pas. En termes d'économie, on dit la vitesse de circulation de la monnaie diminue. Nous, aujourd'hui, à notre époque, nous avons de très fortes pressions déflationnistes. Alors, il y a évidemment la mondialisation, puisque une pression à la baisse des prix venant de la concurrence internationale et l'abondance de l'épargne. Donc, la tendance est plutôt à ce que la monnaie, l'inflation courante au sens habituel des biens soit faible. Les mêmes banques centrales voudraient même que ce soit un peu plus élevé. Et évidemment, cet excès de monnaie se traduit par deux choses. D'une part, effectivement, une moindre utilisation, une moindre circulation, ce qui, à la limite, à court terme, n'est pas gênant, mais peut devenir gênant un jour parce que cette masse d'argent existe. Et deuxièmement, elle se traduit aussi quand même par une inflation, et cette inflation, c'est l'inflation des actifs. C'est-à-dire qu'il y a incontestablement une augmentation massive d'un certain nombre d'actifs, notamment l'immobilier et aussi la bourse. On le voit en particulier aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'argent par rapport à ces actifs-là. Alors le risque, évidemment, à ce moment-là, est un risque différent, c'est le risque de la bulle qui éclate à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il faut bien voir qu'il n'y a pas de magie. La finance frappe parce qu'on a toujours la tentation de la magie. Il n'y a pas de magie.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet argent-là correspondait à des ressources. Bon, si les gens l'utilisent moins, effectivement, pendant un temps, on a pu gonfler la masse monétaire et donc utiliser cet moyen de la monnaie pour financer un endettement. On a pu le faire pendant un temps. On ne peut pas le faire perpétuellement, ça, c'est pas possible. Donc, il est clair qu'on est dans une situation qui, à un moment donné, devra s'arrêter. On est exactement dans la même situation du monsieur qui se met sur la branche d'un arbre et qui recule par rapport au tronc. On sait qu'à un moment donné, la branche cassera, mais on ne sait pas où. Donc, il peut reculer pendant tout un temps. On ne peut pas le faire indéfiniment. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a un problème de sortie. La sortie consistant à transformer en, je dirais, une forme perpétuelle, l'annuler serait absurde. La Banque centrale, du coup, aurait un bilan complètement déficitaire et ça peut affoler beaucoup de gens. Bon, sans motif, d'ailleurs. Donc, si elle est perpétuelle, évidemment, sur le papier, il ne se passe rien. Elle avait une créance qui avait un intérêt pratiquement négligeable. Et de toute façon, même quand les États payaient les intérêts, ces intérêts, ils les retrouvaient sous forme de dividendes, puisque c'est eux les actionnaires de la Banque centrale. Donc, l'effet est faible. Et ça fait, toute la question est de savoir, pour les États qui peuvent se permettre de le faire, comment ça sera perçu, c'est-à-dire comment ça sera perçu, notamment par rapport à la confiance dans la monnaie. Et si l'opération peut se faire sans qu'il y ait ce problème de confiance, sur le papier, elle apparaît relativement faisable dans la conjoncture actuelle. Sauf, malheureusement, dans notre cas, les Européens, parce que les Européens ne sont pas d'accord. Donc, la conception de la monnaie et de l'endettement qu'il y a en Allemagne et celle qu'il y a en France, par exemple, sera radicalement différente. Et il y aurait le problème aussi qui vient du fait que la dette allemande publique est beaucoup plus faible en proportion du PNB allemand que la dette française et a fortiori la dette italienne. Donc, si vous rasez tout le monde au niveau de la dette allemande, en ramenant la dette allemande à zéro, et la dette française et a fortiori italienne restera une dette assez appréciable. Donc, au niveau européen, le problème est massivement compliqué. Bon, en Allemagne, si vous faites un référendum en demandant la monétisation des dettes, vous avez 90% qui vont voter non. Donc, on se trouve dans une situation très, très différente dans le contexte européen par rapport à une problématique de ce genre-là aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et a fortiori au Japon, puisque d'une certaine manière, ils sont là depuis assez longtemps. Alors pour terminer cette première partie sur la dette monétaire, intéressons-nous aussi un peu à la dette de consommation, à la dette que vous et moi contractons. Et la dette souveraine, à la fois, elle pèse sur nos têtes et sur nos épaules, mais elle est lointaine parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. La chose qu'on puisse faire, c'est payer en tant que contribuable. Par contre, la dette de consommation, ça, c'est un sujet. Bon, vous connaissez les difficultés, la France n'est pas le pire des pays, mais à la fois du taux de bancarisation très élevé en France, mais à la fois du taux d'exclusion bancaire d'une partie importante de la population, du taux de la population qui est en situation de surendettement. Donc, la question qui se pose sur les États, elle se pose d'abord pour les individus, les agents économiques, et ces agents économiques, ce sont les familles qui se trouvent en situation de surendettement. Donc, le surendettement, je vous rappelle qu'il y a quelques années, pas si lointaines, et que ça existe toujours en Alsace-Lorraine, on parlait de faillite personnelle. Hein, donc, on a changé les mots, la réalité reste la même, c'est-à-dire qu'un couple ou un ménage ou une personne ne peut plus, au regard de ses revenus et de son capital, rembourser la dette contractée. La réponse, elle est judiciaire aujourd'hui, et c'est bien là où j'appuie encore du doigt sur cette approche purement contractuelle de la dette. Elle est purement judiciaire, c'est-à-dire que les créanciers, les banques, mais pas que, EDF, les opérateurs de téléphonie mobile, enfin, tous ceux qui ont des contrats avec la population, se retrouvent devant le juge, et le juge est amené finalement, dans certaines situations, à annuler la dette par un acte juridique qui est fort, mais qui est doublement fort, puisque cette annulation de la dette a des conséquences très concrètes pour la personne qui bénéficie de cette annulation. C'est que cette personne se retrouve en interdit bancaire, d'une part, et que derrière l'interdit bancaire, cette personne est un petit peu ostracisée. Autrement dit, quand vous avez une annulation de dette par une commission de surendettement, certes, votre dette est effacée, mais à quel prix? Puisque finalement, je prends un mot un peu fort, vous n'êtes pas mort économiquement,
mais vous êtes très diminué économiquement puisque vous ne pouvez plus endetter, vous êtes interdit bancaire, vous avez donc le service minimum qu'on appelle le service de base bancaire, et c'est tout. Et ça pendant plusieurs années. Et donc, la réponse humaine que j'essaie d'introduire systématiquement dans tous les rapports de dette dans mon bouquin, et puis la réponse simplement chrétienne, mais elle est d'abord humaine, c'est-à-dire que ça passe par la prévention. Et ici, l'expérience que j'avais dans la dernière banque dans laquelle j'ai travaillé, qui est le Crédit Agricole, mais qui existe ailleurs, qui est concret, c'est pour ça que je voulais vous l'évoquer, qui peut être décliné, parce qu'à la fin, on dit toujours ce que vous dites, c'est bien, mais à la fin, soyez concret. Ça s'appelle les points passerelles, pour ceux qui connaissent le Crédit Agricole. C'est une initiative absolument formidable, parce que c'est une initiative qui est venue des guichetiers, qui est venue des salariés du Crédit Agricole et qui n'est pas venue du management. Et ce sont des guichetiers qui ont pris sur leur temps de travail pour aller d'abord discuter avec les clients qu'ils connaissent, qui sont soit en situation de surendettement, soit proches de surendettement, et qui commencent par des choses très concrètes, c'est faire des budgets avec ces personnes, les aider à faire un budget, les aider à suivre leur budget, les aider dans leur démarche vis-à-vis d'abord de la banque et des autres créanciers, voire les aider vis-à-vis des commissions de surendettement. Et derrière cette initiative très intéressante qui a été dupliquée, caisse d'épargne, etc., ce qui montre quoi? C'est que d'abord, c'est une réponse humaine. Je réintroduis l'humain, je réintroduis l'altérité, là où il n'y avait qu'un simple rapport contractuel et monétaire. Et en réintroduisant l'humain et en connaissant la situation des clients qui sont tangents vers le surendettement, je peux éviter la situation de surendettement. Car le plus souvent, la plupart des personnes qui sont en situation de surendettement nous montrent les études de la Fédération bancaire française ou autres, que Pierre connaît bien pour l'avoir présidé, a été directeur général. Eh bien, ces études montrent bien que les gens n'établissent pas de budget, ne savent pas établir un budget, ne savent pas suivre un budget. Et donc, moi, j'ai une ambition toute simple, mais compliquée comme toutes les ambitions, c'est de faire travailler ces banques et les salariés de ces banques qui donnent de leur temps, mais qui ne sont pas formés à ce genre d'initiative, avec des gens qui sont formés, qui sont des ONG, qu'il s'agisse bien sûr de la Fondation de l'Abbé Pierre ou autres, qui savent parfaitement gérer ce type de situation. Autrement dit, rapprocher le banquier des ONG pour ensuite avoir une action concrète sur les personnes en situation de précarité bancaire et en situation de quasi-surendettement. Ça, c'est du concret. On passe de la théorie à la pratique. J'intègre l'humain dans la pratique et quelque chose de très concret qui n'est pas simplement, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la Banque centrale européenne. C'est ça que j'aimerais essayer de développer, de discuter, de faire peut-être même des propositions concrètes, très, très faciles. On pourrait dire, je sais que ça, il y a des discussions, mais qui pourraient venir en disant, il y a un certain nombre d'ONG qui ont des compétences dans le suivi des personnes en situation fragile, et les banquiers qui, eux, ont des compétences budgétaires, etc. Faisons rapprocher ces gens-là et pour que ces points passerelles qui existent au Crédit Agricole se dupliquent dans les autres banques avec l'aide et les soutiens d'un certain nombre d'ONG. Voilà quelque chose de concret sur lequel peut-être l'Institut pourrait réfléchir. Et c'est d'autres choses concrètes comme ça que j'essaye de montrer à la fin de mon bouquin. Alors, certains m'ont dit dans des recensions qui ont été faites, oui, ton bouquin, il est bien, mais il y a peu de solutions concrètes. Ce n'est pas un livre miracle, ce n'est pas un livre de recettes. C'est pas un livre de recettes. Mon bouquin, c'est un livre où je me pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire face à une dette par rapport à cette notion de juste dette? Mais c'est pas, tiens, on va faire comme si. Voilà, c'est pas un bouquin de recettes. Donc là, c'est raté. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait essayer de dire sur ces dettes monétaires. Oui. Et si Ludovic en est d'accord, on peut peut-être avoir un temps pour les questions et sans problème. Rebondir. C'est prévu. Un grand merci, Hubert de Vauplane. Merci, Pierre Delozin. Je crois que, Olivier, tu as recueilli un ensemble de questions que nous allons poser. On va toutes les poser, toutes les questions directement, avant de passer à la deuxième partie pour 15 minutes. Voilà. Merci, Olivier. Alors, oui, il y a quelques questions. Ludovic va en donner aussi, mais j'aimais bien l'idée de Pierre qu'on était comme quelqu'un qui s'éloigne sur la branche d'un arbre du tronc et à un moment ça va casser et ça ne peut pas durer indéfiniment. Pour quelle raison ça ne peut pas durer indéfiniment? Parce que moi j'ai parlé avec des gens qui me disaient que quand on était dans la situation des États-Unis ou du Japon ou
de la Chine et qu'on maîtrise sa monnaie, en fait, on ne peut pas faire défaut puisque techniquement, on peut toujours imprimer de la monnaie et donc il ne peut pas y avoir ce qui est arrivé à l'Argentine, le Venezuela, l'Islande ou la Grèce, d'être endetté dans une monnaie extérieure. Et de ce point de vue-là, la France est dans une situation un peu intermédiaire puisque c'est une monnaie qui est moitié extérieure, moitié contrôlable quand même un peu. Mais est-ce que techniquement, des situations comme celle des USA, de la Chine ou du Japon, qui maîtrisent leur monnaie, c'est impossible d'avoir un défaut de paiement, a priori? C'est impossible d'avoir un défaut de paiement si la Banque centrale est docile. C'est-à-dire que si la Banque centrale imprime, effectivement, si vous avez acheté une obligation d'1 million de dollars et que vous avez droit à récupérer 1 million d'un truc qui s'appelle dollar. Ce truc étant fabriqué à la Réserve fédérale, si la Réserve fédérale en fait la quantité voulue, vous aurez un truc qui va s'appeler 1 million de dollars. L'expérience passée, c'est très clair, c'est que si on fait marcher la planche à billets comme ça, on a de l'inflation. Pourquoi on a de l'inflation? Non pas par un truc magique, mais tout simplement parce que la quantité des biens et services, elle, ne bouge pas d'un coup, sauf dans la situation keynésienne où il y a une baisse d'activité temporaire. Mais dans une situation normale, la quantité de biens et services est donnée, et si la masse monétaire augmente de manière très significative et que les gens le perçoivent, les prix montent. Donc à un moment donné, il y a de l'inflation. C'est atténué aujourd'hui parce qu'on est dans une conjoncture très particulière où cette inflation est contenue. Et donc, on peut avoir une fenêtre pour faire une opération, peut-être, encore que c'est assez risqué et qu'il est plus prudent pour les États d'essayer de ne pas avouer franchement qu'il y a un problème en transformant les dettes, mais à biaiser en jouant progressivement une atténuation du problème. Et donc, effectivement, ils ont cette solution de principe. Ce n'est pas le cas. Par exemple, moi, j'étais secrétaire général du Club de Paris, on a rééchelonné les pays d'Amérique latine. Eux, ils n'étaient pas endettés dans leur monnaie, ils étaient endettés en général en dollars ou dans l'Union européenne. Donc, effectivement, ils ne pouvaient pas les fabriquer. Donc, ne pouvant pas les fabriquer, il fallait qu'ils fabriquent des choses chez eux et qu'ils les vendent à l'extérieur. Et quand il n'y en avait pas assez, à un moment donné, ils ne pouvaient plus payer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rééchelonné les dettes. Et puis, par des mécanismes un peu compliqués, une partie a été de fait abandonnée. Elle a été abandonnée après 10 ans parce que ça a permis aux créanciers, comment dire, de s'adapter et d'avaler le poids de ces pertes correspondantes qui n'étaient pas considérables par rapport à eux, puisque les créanciers étaient occidentaux et que ces dettes n'étaient pas gigantesques par rapport à l'économie occidentale. Bon, ce n'est pas le même problème quand vous avez des dettes totalement colossales. Vous avez des dettes colossales, effectivement, la tentation naturelle, c'est la monétisation et derrière elle, l'inflation. Nous, c'est particulier, comme on l'a vu dans le cas de la Grèce, c'est très compliqué dans un pays où la monnaie est consortiale et vous vous endettez dans une monnaie que vous ne savez pas fabriquer tout seul, mais vous pouvez jouer politiquement sur les autres pour essayer de faire en sorte que d'une manière ou d'une autre, ils vous aident à passer à travers. Mais pour revenir dans le cas à l'image parlante de celui qui marche sur la branche et qui à un moment va casser, quels sont les mécanismes ou si on veut faire un peu de prévisionnel, comment ça se déclenche le moment où ça tombe? Non, mais ça se déclenche par le simple fait que la perte de confiance. Les États, quand ils s'endettent chaque année, ils doivent emprunter sur les marchés. Emprunter sur les marchés, ce n'est pas des gnomes derrière dans les salles de trading. En dernière analyse, c'est des investisseurs. Donc, on retombe sur les caisses de retraite, des compagnies d'assurance, et ainsi de suite. Bon, si vous avez une masse d'argent qui, chaque année, est de plus en plus grosse, et qu'à un moment donné, il se répand sur les marchés d'idées que, mais ce pays-là, il est vraiment allé trop loin. À ce moment-là, la branche casse. C'est ce qui est arrivé à la Grèce il y a 10 ans, une douzaine d'années. Donc, à un moment donné, effectivement, ils n'ont plus accès au marché. Alors, là, vous retrouvez de nouveau l'oncle d'Amérique, c'est-à-dire la Banque centrale. Mais si la Banque centrale achète, effectivement, vous avez un acheteur en dernier ressort. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, les taux d'intérêt italiens sont supérieurs aux taux allemands, mais pas massivement supérieurs. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est un acheteur important. Simplement, il ne peut pas être un acheteur indéfini, massif et illimité, non seulement parce que ses statuts ne le permettent pas, mais aussi parce que il y a nos amis allemands qui n'aiment pas de voir leur monnaie devenir fondante. Et donc, il y a toujours un risque qu'à un moment donné, les doses deviennent beaucoup trop fortes. Vous voyez, le bon sens le montre. Si on pouvait s'endetter
et tout financé par de la monnaie, ça serait magique. Ça voudrait dire qu'on a accès à des ressources de façon croissante sans qu'on ait fait bouger le niveau des prix. Il y a une relation magique. D'ailleurs, ça a été utilisé, vous trouvez ça dans le second Faust, où Méphistophélès, c'est-à-dire le diable, et qui conseille Faust, qui lui a vendu son âme, trouve le moyen de créer la prospérité artificielle dans le pays dont Faust était devenu le prince, en créant de la monnaie. En créant la monnaie à partir de rien. Sauf qu'à un moment donné, la monnaie redevient ce qu'elle était avant, c'est-à-dire de la terre, en l'espèce. Et donc, le pays replonge de nouveau. D'accord. Ludovic, tu... Oui. En fait, je vous propose, effectivement, il y a pas mal de questions qui se posent pour relancer un peu la réflexion plus globale sur l'approche de la dette. Donc, je voulais peut-être laisser la parole à Julie qui voulait nous interroger sur la dette culturelle. Donc, Julie Faure. Oui. Il faut activer le micro, Julie. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet échange que je trouve vraiment passionnant. En vous écoutant, ce qui m'a intéressé évidemment, c'est que de ce que j'ai compris, hein, j'espère que je vais être claire, mais en gros, la vision que vous avez de la dette et que vous proposez, elle est tributaire d'une vision anthropologique et culturelle. Et donc, j'ai une question en deux temps. D'abord, est-ce que cette vision de la dette, elle n'est pas ethnocentrée, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut être universellement partagée, quelles que soient les parties du globe. Et deuxièmement, du coup, si cette dette, elle va avec effectivement un héritage culturel, est-ce que du coup, il n'y a pas aussi dans cette relation héritage et dette un lien à retisser, puisque justement cet héritage aujourd'hui, cet héritage culturel, il est moins partagé, en tout cas, il est moins unanimement compris, il me semble. Voilà, donc comment faire si effectivement cette vision-là que vous avez de la dette, qui implique une certaine vision de l'homme et une certaine aussi relation à soi-même, à son destin, à sa vision à une certaine vision de la vie, comment faire si en fait elle n'est pas partagée et ou qu'elle n'est plus transmise. Je ne sais pas si je suis... C'est un très bon point. Et je me suis empressé de dire au début, je crois que c'est dans les premières lignes du livre, que je le traitais sous l'angle judéo-chrétien avec des petites incursions du côté du Coran et de l'islam, mais que fondamentalement, les réflexions tournaient autour d'une culture judéo-chrétienne dans laquelle mes compétences en droit musulman étant limitées, je ne le traite pas, mais qui sont quand même assez proches tout un tas de points que vous imaginez bien. Donc finalement, dans le monde indien, dans le monde asiatique, où je ne dis pas que le concept de dette, mais en tous les cas, l'approche à l'endettement est assez différente. Ce rapport à l'altérité que j'évoque, pas sûr que ça marche pour être franc. Mais je constate aussi que c'est peut-être les choses se traitent différemment. Je prends l'exemple de Yunus. Vous connaissez hein, le créateur du microcrédit en Inde. Oui. Et donc, qui part de deux constats, du constat du banquier et du constat de l'Indien qu'il est. Et l'Indien qu'il est, il constate quoi? C'est que justement, ce sont les femmes qui sont au travail, qui gèrent les budgets des ménages, et que finalement, économiquement, pour un banquier, il est tout à fait rentable, si je puis dire, de prêter à une population très pauvre, comme le sont dans le microcrédit, puisque cette population est tenue culturellement par le respect de la parole et l'engagement. Et donc, je n'ai pas étudié dans mon bouquin cette partie-là, mais je l'ai étudié par ailleurs à titre professionnel ou autre. L'aspect culturel, vous avez raison, est déterminant. Il est déterminant, mais pourquoi? Parce qu'il est déterminant négativement chez nous, négativement à cause de cette perte de repères spirituels et culturels que vous évoquez, qu'il faut donc reconstruire, mais qui peut être reconstruit tout simplement sous l'angle humain. Nous, chrétiens, on peut rajouter une couche spirituelle, c'est d'abord le rapport humain. Donc, mais les sociétés qui n'ont pas eu, les sociétés non occidentalisées, ont toujours un rapport à la dette dans lequel l'altérité, le rapport entre individus est fondamental. Et Yunus le montre bien. On voit ça aussi dans les tontines en Afrique.
hein, qui est un continent dans lequel, à titre professionnel, j'allais dire, je me balade, je voyage, enfin, moins en ce moment, mais beaucoup. La tontine, il y a pas, enfin, c'est oral, la tontine, c'est même pas écrit, si vous voulez. Donc, on est bien dans le respect de la parole. Autre aspect que je développe dans mon bouquin, c'est quoi le respect de la parole d'un engagement, d'une dette dans une civilisation qui ne veut plus se reconnaître en dette. Donc, quand vous travaillez sur du microcrédit en Afrique ou en Inde, dans lequel l'altérité, le rapport à l'autre est encore puissant, ce que je dis dans mon bouquin n'est pas pertinent. Il y a encore, grâce à Dieu, dans ces pays-là, justement, un rapport entre débiteur et créancier où la place de l'homme et donc du respect de la parole et du respect de la parole, pas uniquement en tant que parole, mais du respect de la parole dans au sein d'une communauté est primordial. Je vois qu'il y a Éric Didio qui est là, et il le sait bien, puisque le principe du crowdfunding, il sait que c'est un sujet aussi que je connais un petit peu, mais moins bien que lui, c'est ce qu'on appelle la théorie des 3 cercles. Hein. Le premier cercle, ma famille et mes amis. Mon deuxième cercle, les amis de mes amis. Et le troisième cercle, la foule. Or, pour qu'une campagne de crowdfunding fonctionne, on a constaté que si le premier cercle, qui est le cercle des amis, ne participe pas finalement au financement, pourquoi voulez-vous que les deuxième et troisième cercles viennent financer quelque chose? C'est parce que le premier cercle des amis est venu financer que du coup les amis des amis vont venir et que la foule se dit mais si le premier cercle, si les amis ont mis de l'argent, il y a une relation tellement forte entre l'emprunteur et ses amis qu'il ne va pas faire défaut ou s'il fait défaut, c'est qu'il ne pourra pas faire autrement. Donc le crowdfunding, et j'en parle à la fin de mon bouquin, est pour moi comme méthode ce qu'on pourrait inspirer la nouvelle finance en Occident, recréer ce lien qui n'est pas uniquement fondé sur une approche de scoring de crédit, mais qui est scoré beaucoup plus sur la force des liens entre individus au sein d'une communauté. Éric en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais c'est comme ça que moi j'ai perçu depuis quelques années le crowdfunding. Pour en revenir à votre point, c'est vrai que c'est quand même concentré dans le monde non seulement judéo-chrétien, mais même occidental. Et occidental, j'y mets pas l'Amérique latine, pour les mêmes raisons. Les relations personnelles restent encore très fortes dans ces pays-là. Donc, c'est parce qu'il y a ce manque dans ces pays, dans nos pays occidentaux, qui s'explique par toute raison que vous pouvez imaginer et que j'évoque rapidement dans mon bouquin, qu'il faut recréer ce lien d'altérité. Et sinon, on se retrouvera dans des situations de surendettement que j'évoquais, où j'ai une approche purement contractuelle de la dette. Et ça, c'est ce qu'on peut essayer par des actions concrètes de mettre en place. Je constate d'ailleurs que le microcrédit en France fonctionne assez différemment en Inde ou que la tontine en Afrique. On appelle ça aussi microcrédit, mais il ne fonctionne pas du tout de la même manière, pour les raisons que j'ai évoquées. Voilà, j'étais un peu long dans la réponse. Voilà. Il y a François Martin qu'on peut démuter, Olivier, éventuellement. François Martin voudrait poser une question. Tu peux le démuter? Faut que je le trouve, il est où? Alors, il va se manifester, François. Il a mis une main. Il a mis une main bleue, là. Attends. François, ah oui, d'accord. Hein. Okay. Voilà, François, courtement, et puis après, on passe à la deuxième partie, parce que l'heure tourne, mes amis. Ça marche pas. Ça y est, je suis dégoûté. C'est une main jaune. Oui, je voulais vous reposer la question que je vous ai posée par écrit, mais je n'ai pas entendu votre réponse. Parce que depuis le début, on parle de dette. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire une dette si on ne perçoit pas les tenants, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles elle a été et les aboutissants, c'est-à-dire les conséquences qu'il y a si on ne les paye pas. Par exemple, si on m'a forcé à prendre une dette, à m'endetter par un usurier parce que je suis totalement aux abois, comme ça se passe en Asie, et que je suis endetté sur 50 ans, ce n'est pas la même chose que si je ne suis pas dans cette situation. De même, si je ne paye pas ma dette, si c'est Bill Gates en face ou si c'est un petit qui en a absolument besoin, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de dette comme disons, même si on considère qu'il y a des personnes en face, et si ce n'est pas seulement un montant d'argent, sans avoir les raisons qui font qu'on l'a prise, et puis les conséquences, je ne comprends pas bien. J'ai besoin de... Vous avez raison, je ne dis pas pour faire plaisir que vous avez raison, mais
En fait, au début de mon bouquin, je l'ai mis tout au début de mon bouquin, un chapitre sur qu'est-ce qu'une dette juste. Et je propose quelques critères pour déterminer ce qu'est une dette juste. Et ces critères, pour beaucoup, mais pas uniquement, proviennent aussi du juste prix que Pierre connaît mieux que moi. Et donc, ça permet là d'être assez concret et de dire la dette usuraire n'est pas une dette juste. Pour tout le monde. La dette de Bill Gates, comme vous dites, face à un petit Bill Gates en tant que créancier face à un débiteur, Bill Gates doit se poser des questions en tant que créancier pour que sa dette reste juste. Et là où je pose quelques critères qui valent ce qu'ils valent, pour dire je ne peux pas traiter de la même manière deux types de dettes qui sont apparemment les mêmes. Parce qu'effectivement, ça serait un rapport purement contractuel. Il faut y introduire de la justice distributive, c'est-à-dire qu'il faut voir la finalité de la dette. Et ça c'est trop court, mais j'en parle dès le début du bouquin comme étant le fil conducteur de toute ma réflexion. C'est ça. Parce que le fait de liquéfier la dette est pratique, mais d'un autre côté, ça la déshumanise totalement. C'est ça que je veux dire. Exactement. Voilà, merci. Je vous propose de passer à la deuxième partie. Merci. D'accord. Donc, la deuxième partie, je pense qu'on va, Pierre, peut-être rester, en plus, c'est l'actualité sur la dette climatique, parce que c'est ce que j'ai évoqué en tout début. Donc, vous avez peut-être vu cette décision largement commentée ce soir du tribunal administratif de Paris qui reconnaît une responsabilité de l'État pour ce qu'on a appelé une inaction climatique. Et juridiquement, elle est intéressante parce qu'elle accorde 1 euro symbolique de dommages et intérêts, au titre des dommages et intérêts, mais la décision refuse l'euro à titre d'indemnité pour réparation du préjudice. C'est un peu juridique, mais c'est quelqu'un qui l'évoquait tout à l'heure et je m'explique. En fait, quand je suis face à la dette climatique, se pose la question, c'est comme disent les enfants, c'est qui hein? Qui je vais rembourser? Je voyais le soleil, qui je vais rembourser? Et les ONG qui se sont constituées partie civile, pardon, pas partie civile, partie, parce qu'on n'est pas dans le pénal, qui sont constituées contre l'État, elles ne représentent que des ONG, elles ne représentent pas la nature. Et donc, cette notion de dette climatique, elle pose des tas de belles questions de savoir, mais la dette climatique, qui est le débiteur? Si je fais une action en justice, je vais rembourser qui? Les ONG, elles représentent quelles? Bon, d'un autre côté, l'accord de Paris est symptomatique de ce que est l'illustration de ce que j'essaie de dire dans mon bouquin, c'est-à-dire que des dettes au départ non monétaires se sont transformées en dettes monétaires. C'est quoi la dette climatique? C'est de considérer qu'aujourd'hui, il y a deux approches. Il y a une approche néo-marxiste et puis une approche moins néo-marxiste, mais enfin pas loin quand même. Donc je vais prendre dans l'approche néo-marxiste, qui est de dire les pays du Nord ont pillé les pays du Sud, les pays anciens colonisateurs ont pris toutes les richesses des pays colonisés, et donc ces pays-là doivent être condamnés pour avoir pillé les pays du Sud. Et donc condamnés, on habille ça sous une justice climatique en disant que finalement, les pays du Nord, depuis la révolution industrielle jusqu'à 1950-1960, ce sont eux qui ont été les plus pollueurs. Et donc, comme ce sont les plus pollueurs, ce sont eux qui doivent le plus payer. Alors, c'est un discours très politique, mais qu'on retrouve dans l'accord de Paris, où l'accord de Paris, c'est quoi? C'est finalement des engagements d'objectifs chiffrés de réduction, bien évidemment, de gaz à effet de serre, de gaz et autres, etc., mais avec des compensations monétaires pour les pays du Sud, justement. Et les compensations monétaires, elles ont ce substrat philosophique que j'évoquais, que les pays du Nord doivent payer pour les pays du Sud. Alors, il y a une réponse plus pragmatique, c'est qu'ils sont plus riches que les pays du Sud. Mais si on enlève cette réponse pragmatique, quand vous regardez le substrat des discussions, moins dans l'accord de Paris que dans certaines OAJ qui participaient à l'accord de Paris, qui est de dire la justice climatique, qui est une aussi expression qui est vide de sens. Il n'y a pas de justice climatique, il y a une justice tout court. Hein. La justice climatique, elle doit finalement réparer le préjudice pendant des générations des pays du Nord ou des pays du Sud. Et donc se pose tout de suite la question, mais Mère Nature, ce n'est pas une personne morale. D'abord, je ne peux pas rembourser ce qui a été utilisé. Je ne vais pas remettre du pétrole là où il n'y a plus de pétrole et du minerai de fer là où il n'y a plus de minerai de fer. Donc, comment je rembourse une dette
donc je la rembourse forcément sous forme d'une indemnité monétaire. Donc, je monétise quelque chose qui, au départ, n'est pas monétaire. Et je le monétise comment? Dame Nature n'est pas une personne morale, même si certains aimeraient bien donner non seulement la personnalité juridique aux animaux, mais peut-être aussi à la nature elle-même. Hein, il y a quand même des idées comme ça qui se baladent, si vous voulez, en disant, mais le meilleur moyen d'indemniser la nature, c'est encore de lui donner une certaine forme de reconnaissance juridique, et comme ça, tous les préjudices qui seront reconnus contre la nature pourront être indemnisés dans un fonds géré par WWF ou autre. Et pourquoi eux d'ailleurs, soit dit en passant, mais il y a des idées comme ça qui arrivent. Hein, et ce n'est pas neutre. Vous avez vu qu'on a quand même l'écocide, qui est quand même autre chose, hein, qui est arrivé, mais c'est quand même aussi une reconnaissance au niveau pénal, cet écocide, d'un préjudice à la nature. Qui dit préjudice à la nature et à son environnement, dit que quelque part, il y a une sorte de début de reconnaissance pas encore d'une personne, mais de droits qui existent sur la nature, de la nature. Donc, la dette climatique est d'abord, comment dire, c'est un des aspects de toute la politique qui aujourd'hui est plutôt consensuelle sur il faut lutter contre le réchauffement avec des moyens modernes, etc. Mais comment dire, cette approche sur le climat a pris une connotation au niveau de la dette, puisqu'on a finalement monétisé dans l'accord de Paris les conditions de respect des engagements pris par les États, essentiellement du Nord, dans ces accords. Et les non-respects de ces engagements, là on est concrètement dans la décision d'hier du tribunal administratif de Paris, dit, vous, État français, vous avez des engagements, vous vous êtes engagé sur, si je puis dire, des objectifs à atteindre, vous n'avez pas atteint ces objectifs, vous êtes donc responsable, et en tant que responsable, moi, tribunal, je vous condamne. Et là, dans sa sagesse, le tribunal administratif, hier dit, je ne sais pas encore à quoi je vous condamne, je me donne 2 mois pour réfléchir à quoi je vous condamne. Est-ce que c'est une injonction de faire? Est-ce que c'est des dommages? Je ne sais pas, parce que justement, juridiquement, ça pose une énorme question. Je vous condamne à quoi? Et je ne peux pas vous condamner à dommages d'intérêt. À qui je verserai le dommage d'intérêt? Le tribunal a refusé l'euro symbolique de dommage d'intérêt pour les raisons juridiques que je vous indiquais tout à l'heure. Donc vous voyez bien que cette notion de dette climatique, quelque part, elle bouleverse l'ordre juridique et parce qu'elle monétise ce qui, au départ, ne doit pas être uniquement, voire pas du tout, sous l'angle monétaire. Donc, je ne sais pas, Pierre, si vous voulez rajouter quelque chose sur ce point-là. Oui, juste un petit mot pour rapprocher avec la discussion précédente. Il y a deux grandes familles, effectivement, d'aide climatique. Il y a ces revendications de pays du Sud disant « vous avez consommé des ressources et aujourd'hui, vous utilisez le potentiel, comment dire, d'émissions, par exemple, carbonées, de manière bien plus massive que nous, donc vous nous devez quelque chose ». Simplement, ça dépend comment on le considère. S'il s'agit d'aménager le futur, c'est-à-dire ce à quoi Hubert faisait allusion, c'est-à-dire le fait que des efforts doivent être partagés et les pays riches doivent en faire plus, ça peut être tout à fait justifié, mais il n'y a pas besoin du concept de dette pour ça. Si en revanche, il s'agit de rentrer dans toute la famille des considérations historiques, comme par exemple la dette historique supposée pour l'esclavage, à ce moment-là, vous allez avoir d'énormes revendications, simplement, c'est des revendications unilatérales. Parce que d'un côté, effectivement, les pays développés ont plus consommé de ressources que les autres par construction. Et de l'autre côté, si les autres ont leur niveau de développement aujourd'hui, c'est qu'ils ont bénéficié des inventions techniques, de l'économie, du savoir-faire, etc., des pays développés qui ne leur ont pas fait payer. Donc, le bilan du passé, il faudrait prendre l'ensemble du passé des deux côtés. Et probablement, le bilan ne serait pas exactement ce que les revendicateurs poussent. Alors, il y a un autre aspect complètement différent, c'est la dette climatique intergénérationnelle, c'est-à-dire le fait que les ressources que nous consommons, effectivement, les générations futures ne les auront pas dans les mêmes proportions. Alors là aussi, il faudrait considérer la situation où seront les générations futures avec un état technologique qui n'est pas le même. C'est-à-dire qu'effectivement, le pétrole que nous consommons, ils ne l'auront plus, mais si nous développons d'autres sources d'énergie, nous leur léguerons en même temps ces autres sources d'énergie. Et c'est l'ensemble qu'il faut regarder. Mais le fait est que nous tendons sur le plan écologique à tirer sur la corde
d'une manière qui ressemble assez à la manière dont nous tirons sur la corde sur le plan financier. Nous leur léguons une surconsommation de ressources et nous leur léguons une dette. C'est assez analogue, c'est-à-dire que dans les deux cas, nous tendons à restreindre leurs possibilités parce que nous avons consommé. Merci infiniment. Ludovic? Oui, je crois qu'il y a Philippe qui pourrait nous poser une question alors, sur un angle plus anthropologique, je crois. Donc, si tu veux bien nous... Olivier, tu as pu le démuter? Ouais, c'est oui, bon. il est démuté. Oui, merci. J'ai une liaison qui est assez instable. Oui, je voudrais éventuellement revenir sur un point que vous avez évoqué au tout début de votre intervention, qui me paraît très intéressant, qui est la dimension anthropologique constitutive de l'homme et de la société. Nous sommes toujours le débiteur d'un autre, et je voudrais savoir comment cette dimension de l'homme s'articule avec un autre droit naturel qui est celui de la propriété. Et en quoi cette articulation de la dette et de la propriété peut-elle résoudre les problèmes sociaux et économiques d'aujourd'hui? Ce qui est quand même frappant, c'est que cette reconnaissance de la dette que nous avons à l'égard d'un autre est aujourd'hui fondamentalement refusée. Nous nous construisons seuls, sans devoir rien à qui que ce soit éventuellement même à ses parents, que ce soit à la société, à son histoire, à sa culture. On ne doit rien à personne, on se construit. Bon. Est-ce que ce refus de cette reconnaissance d'une dette et du droit de disposer de biens dont on peut exclure les autres, qui est la définition du droit de propriété, a des conséquences sur la vie sociale, et en quoi une meilleure articulation entre les deux pourrait résoudre les difficultés d'aujourd'hui? Je ne sais pas si oui, je vois d'autant plus que vous venez d'expliquer en une phrase l'une des thèses de mon bouquin, si vous voulez. Quand je reprends les chapitres de mon bouquin, ça commence par l'homme est un animal social. Donc, je nais endetté, je meurs endetté. Et ensuite, alors, comme je suis juriste, j'aime bien classer. J'examine différents types de dettes. La dette imposée, comme l'usure et l'impôt. La dette infinie, qui est la dette divine. Et la dette refusée, qui sont le délitement de la filiation, le dilemme générationnel, le droit de ne pas naître et le droit de choisir sa mort. Ça, c'est ce que j'appelle la dette refusée. La dette libérante, entre guillemets, parce que bien évidemment, elle n'en a rien de libérante, qui est la prostitution et la GPA. La dette oppressante, qui est l'esclavage, etc., etc. Et en fait, c'est exactement ça. C'est de dire que dans nos sociétés, et on en revient sur une discussion de tout à l'heure, judéo-chrétienne occidentale, il y a un refus de la dette. Il y a un refus de se reconnaître en dette, d'être en dette, d'avoir des dettes. Et ce refus, et donc, j'enfonce des portes ouvertes pour la société individualiste dans laquelle on est, mais ce constat un peu évident anthropologique conduit à ce qu'aujourd'hui, se refusant d'être en dette, je refuse les actions pratiques que j'évoquais tout à l'heure, de dire la dette de mon voisin, ce n'est pas mon problème. La dette climatique, si comme par hasard, ça c'est le problème, mais justement on la traite mal. Mais la dette de mon voisin qui est en surconsommation, c'est pas mon sujet, etc., etc. Donc, vous avez parfaitement raison, le fait de ne pas se reconnaître en dette, qui est quand même le fondement du bouquin de Nietzsche sur la généalogie de la morale, si vous voulez, qui est dire Gott ist tot. C'est parce que Gott ist tot que finalement, je tue mon créancier. Le meilleur moyen de ne pas être en dette, c'est de tuer le créancier. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de tuer le créancier que de tuer son créateur? Et donc, c'est ce refus de la dette qui fait que notre société occidentale aujourd'hui se trouve dans cette situation où on n'accepte plus d'être en dette, de devoir être en dette entre les générations, de devoir être en dette au sein d'une même génération pour le passé et pour le futur. Et donc, je ne sais pas si c'est lié à la propriété,
mais c'est lié à la perception anthropologique de la dette qui est refusée parce qu'elle est considérée comme fondamentalement asservissante, pas uniquement la dette monétaire, mais c'est tout type de dette qui est refusée. C'est pour ça que j'évoque aussi les questions de changement de nom, les questions des tombes qui sont plus du tout entretenues. Bon, et tout ça montre un refus de la dette. Oui, mais Hubert, je trouve que vous avez parfaitement raison, parce que on parle tout le temps de la dette, mais on ne parle pas non plus de l'héritage qu'on reçoit, parce que si on est dans un pays riche avec des infrastructures extraordinaires, une culture, des tas de choses qui font qu'on peut ensuite espérer rembourser la dette, c'est un actif. Et j'ai une question à poser à Pierre là-dessus. On parle de 2700 milliards de dettes publiques au sens de Maastricht aujourd'hui pour la France, mais quels sont, en regard de ça, le chiffrage des actifs qu'on peut mettre? C'est-à-dire, quelle est la richesse du pays? Est-ce que c'est, j'avais eu un chiffre de 15 000 milliards, un truc comme ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est chiffré? Moi, j'ai du mal à trouver ce chiffre, en fait. Parce que le chiffre est assez artificiel. Si vous voulez, quand on met des actifs en face de dette pour une entreprise ou un particulier, c'est parce qu'on peut mobiliser ces actifs. C'est-à-dire que, tandis que là, on imagine mal l'État français s'emparer de la totalité des actifs français et les vendre. Non, mais attendez, on est en train de vendre des ports à la Chine, on vend des terrains, des hôtels au Qatar. En revanche, non, ce qu'il faudrait faire, si vous allez dans ce sens-là, c'est un recensement de ce qui est mobilisable d'une manière ou d'une autre. Mais mobilisable, ça veut dire qu'à un moment donné, vous donnez évidemment le pouvoir à quelqu'un d'autre. Comme par exemple autrefois où le Khedive d'Égypte s'est vu arriver les troupes britanniques et l'ensemble des douanes égyptiennes a été affermé et a servi à rembourser la dette. Oui, donc, on peut affermer l'impôt, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, si vous êtes sur le modèle égyptien, qu'on afferme l'impôt. Mais je veux dire, ce qui est tout à fait clair, c'est qu'on a une masse de créances qui est tout à fait colossale par rapport à ce que l'État peut arriver à mobiliser de façon normale. C'est ça la réalité. Donc, mais l'État, à la fin, c'est nous l'État. Comme vous dites, c'est les contribuables qui vont payer à la fin. Donc, c'est les contribuables qui vont payer si effectivement la dette est payée. Mais si elle est trop grosse, à un moment donné, on ne peut plus mobiliser. C'est bien ce qui s'est passé même avec les pays d'Amérique latine. Moi, je me rappelle des fonctionnaires américains qui nous expliquaient le Brésil doit payer jusqu'au dernier dollar. Bon, il n'a pas payé jusqu'au dernier dollar parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. C'est-à-dire que ça suppose des moyens politiques qu'on ne peut pas. Je voudrais revenir sur la question de la propriété parce qu'il y a une réponse partielle. Dans la doctrine sociale de l'Église, le principe de la propriété privée est défendu de façon très claire, et notamment par Léon XIII en Rerum Novarum, mais il y a une considération qui existe depuis les origines et qui était déjà très développée par saint Thomas d'Aquin, qui est la destination universelle des biens. C'est-à-dire, et il est très intéressant de voir que Jean-Paul II l'a décrite comme une hypothèque pesant sur la propriété. Une hypothèque, c'est bien une garantie que se donne un créancier. Ça veut dire un truc très simple, ça veut dire que si vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas un propriétaire au sens du droit romain où vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez. Vous avez une hypothèque. C'est-à-dire que vous avez un devoir, vous n'avez pas une propriété. Donc, un propriétaire, d'une certaine manière, est un débiteur. De cette manière-là. Il est débiteur au moins en ce sens qu'il a des devoirs. Et donc, entre autres, évidemment, pour le devoir qu'il peut avoir par rapport à un vrai débiteur au sens financier du terme. Éventuellement, remise des dettes. Mais il ne peut pas ne pas considérer l'effet de sa propriété sur le bien commun. Il y a une question de Jean-Christophe Ordonneau, là. Oui, bonjour. En fait, le sujet que moi je vois poindre, c'est celui qu'on a vu effectivement en Argentine et qu'on a vu dans la plupart des pays qui étaient surendettés du fait du régime précédent. Quelque part, la Russie l'avait fait avec les emprunts tsaristes. C'est le moment où on va considérer que on n'a pas décidé de cette dette, en fait. Si vous voyez, là, on a eu une décision qui a été prise par le gouvernement d'arrêter l'économie. Manifestement, ça a été fait pour rien, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'augmentation de la mortalité cette année, outre l'augmentation liée au vieillissement. Et maintenant, on doit payer, mais il y a une complète, un complet déséquilibre entre ceux qui ont décidé et ceux qui vont payer. C'est Nassim Taleb qui décrit très bien ça dans son livre Skin in the Game, dans lequel il dit le problème, c'est quand les décideurs ne risquent rien de leurs décisions. Et là, aujourd'hui,
On a rajouté, donc j'ai plus les chiffres exacts, mais on est de l'ordre de 200-300 milliards de dettes supplémentaires sur des décisions qui sont toujours compliquées à faire en univers incertain comme on l'était, mais qui auraient probablement été différentes s'il y avait la mise en jeu des biens personnels des dirigeants au moment où ils le faisaient. Ils l'auraient fait certainement avec beaucoup de soins et beaucoup de jugement comme ils ont essayé de le faire. Mais il n'y a pas le skin in the game. Et donc, il y a à la fin des gens qui doivent payer qui sont différents de ceux qui ont pris la décision. C'est ce que Hubert disait au début, hein, qu'avec c'est un jeu à 3 maintenant. Est-ce que Hubert peut peut-être, parce qu'on a le temps à courir, est-ce que Hubert peut répondre et conclure, et puis ensuite Ludovic terminera? Oui, bien sûr. Votre situation, elle a eu un cas concret, c'est en Islande. En Islande, en 2011, vous avez le Premier ministre islandais qui a été devant la justice islandaise pour avoir mal géré la crise islandaise. Il n'a pas été devant l'équivalent de la Cour de justice, comme c'est le cas chez nous, parce que la réponse à votre question en France, ça s'appelle la Cour de justice. Hein. Après, est-ce qu'elle fonctionne bien, c'est un autre sujet. Mais lui, il était devant un tribunal de droit commun pour dire c'est un peu comme un travail qui a été fait pour un gérant de société, un dirigeant de société, en disant tu as mal géré la boîte, et donc tu es responsable. Et les tribunaux ont dit non. On ne juge pas un homme politique de la même manière qu'on juge un dirigeant de société parce que comment dire, le mandat politique n'est pas le mandat social. Donc, c'est le seul cas, mais qui est intéressant. Parce qu'il montre bien que après, il y a du ressentiment social certainement, et que du coup, les soupapes que devrait être la Cour de justice fonctionnent mal, parce que c'est fait aussi pour ça. Vous avez une autre réponse à cette question aussi, mais qui n'est pas du droit positif, ce qu'on appelle la dette odieuse, qui a été un concept qui a été inventé par un juriste russo-français du début du XXe siècle, Alexander Sachs, qui était un juriste de Nicolas II et qui est venu se réfugier en France, et qui a été qui l'a théorisé et qui a été utilisé, par exemple, lorsque la première guerre du Golfe, les Américains, première ou deuxième, j'ai un doute, en tous les cas, la guerre contre l'Irak, les Américains ont dit aux Russes, aux Allemands et aux Français, eh bien, dorénavant, les Irakiens ne rembourseront plus la dette qu'ils vous doivent parce que cette dette, elle est odieuse. C'est-à-dire qu'elle a été contractée par un tyran et que comme elle a été contractée par un tyran, elle ne doit pas peser sur le peuple. Ce qui était étonnant, c'était les Américains qui le disent, si vous voulez. Donc, tout ça, j'en parle dans mon bouquin, mais vous voyez bien que la dette odieuse elle a un rapport avec la dette juste ou injuste, et que finalement, on pourrait encore en parler des heures, mais il est 19h59, donc j'arrête là-dessus pour que Ludovic fasse sa conclusion. Mais vous voyez bien qu'on touche à l'homme à la fin de tout ça. On touche à l'homme et à la place de l'homme dans la société et comment il se perçoit dans les relations qu'il a avec les autres. Et je l'ai traité, moi, sous l'angle qui est celui que je connais de mon expérience, à la fois dans la banque et d'avocat. Mais en fait, si vous avez, si ce bouquin vous intéresse, vous verrez que c'est bourré de références à l'Évangile. Parce que on va l'acheter alors. Par là où j'ai commencé. En fait, c'est un essai d'évangélisation sur du monde de la finance. Bravo, bravo Hubert, un grand merci. Est-ce que tu peux juste nous montrer le livre, Hubert, s'il te plaît? Merci infiniment, Pierre de Lauzun. Voilà, super, endettez-vous, super, il est excellent, il est très beau, très belle couverture. Parce qu'on s'enrichit de l'autre. Exactement, très belle richesse en tout cas, humaine et spirituelle. Donc, nous laissons toute la place à Ludovic pour une conclusion. Remercier Patrice Camus, qui nous a rejoints depuis l'Alsace, et toutes ces nouvelles personnes, tous ces nouveaux visages. Merci François Martin, merci Philippe de Saint-Germain, merci Ludovic pour une conclusion. Je rends l'antenne. Non, très rapidement, je remercie effectivement Hubert d'avoir partagé cette réflexion. Je pense que c'était très utile de comprendre que cette dette, en fait, voilà, elle ne se réduit pas à l'aspect que financier et monétaire, que même à la limite, politiquement, c'est extrêmement important de comprendre que nous sommes en dette, comme tu disais, dès notre naissance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de donné. Et en fait, même le refuser, c'est effectivement entre guillemets, c'est une posture politique, et que nous, forcément, à l'Institut Montalembert, on réfute parce qu'on considère effectivement qu'il y a quelque chose de donné, et c'est effectivement quelque chose qu'il faut même, je pense, porter politiquement comme conception.
Je ferai référence notamment à un livre qu'on a beaucoup travaillé, qui était Le pouvoir des sans-pouvoirs de Václav Havel, qui explique exactement très bien ce qui nous est donné, en fait, et pourquoi il y a une vraie rupture politique aujourd'hui dans le monde, et que voilà, on s'inscrit dans cet héritage, et que je pense que l'Institut Montalembert a vraiment apporté cette intuition-là au niveau politique, et ça c'est très important pour retrouver cette altérité, pour comprendre effectivement que voilà, il y a effectivement un héritage et des choses données qu'il faut reconnaître. Et voilà, donc ça c'est très important, et merci pour nous avoir introduit à cette réflexion, Hubert. Merci à Pierre pour avoir accompagné la compréhension notamment sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Effectivement, il y a aussi une dette financière et monétaire qui va nous occuper et qui va nous préoccuper forcément pour les années à venir. Donc, on aura besoin de gens comme vous pour nous aider à y faire face aussi. Et donc, merci pour vos intuitions et vos partages de réflexions. Et je conclue simplement, voilà, si vous voulez continuer à travailler avec nous, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, n'hésitez pas, j'ai mis le lien pour pouvoir nous retrouver. Si vous vous sentez en dette vis-à-vis de Montalembert, n'hésitez pas. Ça sera une dette juste, ça sera une dette juste, je pense. Oui. Merci à tous pour votre attention. Merci Hubert encore. Merci Pierre et merci Olivier et Saïd pour l'animation. Plaisir. Je simplement donne rendez-vous, a priori ça sera le 9 mars. Ça sera une réflexion avec Jean-Noël Dumont, qui est effectivement un philosophe, professeur donc, à l'Institut catholique très longtemps, et qui a fondé le Collège supérieur à Lyon, qui est le spécialiste de Montalembert. Justement, on a une dette aussi envers de Montalembert, et il va nous parler effectivement de la figure de Montalembert au travers d'une approche qui nous intéresse de manière importante, la question de la liberté de conscience, et notamment le projet de loi sur le séparatisme, où on a changé le nom, parce qu'effectivement, on a parlé de loi de Dieu et de loi de la République, mais qu'aurait dit Montalembert? Et ça, donc réponse le 9 mars. 9 mars, mais avant cela, François Martin va travailler sur ce même sujet avec Saïdou Gibou et nous vous enverrons le texte. Merci infiniment à tous. Bonne soirée à chacun, à chacune. À bientôt pour le 9 mars. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous. Merci Hubert.